Est-ce que le podcast est un média pour les blancs CSP+? La réponse est oui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors bienvenue sur ma chaîne, je suis Samia Miskina. Dans la vie, je fais des podcasts et j'ai donc cette chaîne YouTube sur les podcasts où je donne des conseils aux personnes qui veulent se lancer ou s'améliorer. Et puis, je lance cette nouvelle série d'analyses sur les podcasts. Donc le podcast, c'est quoi? Rapidement, il y a deux types de podcasts. Il y a les podcasts de radio qui sont donc des émissions qu'on va écouter en replay, parce qu'on a raté par exemple l'émission quand elle a été diffusée à l'antenne. Et puis il y a des podcasts natifs qui sont directement mis sur les applications de podcast ou sur internet en général et qui n'ont jamais été diffusés à l'antenne. C'est pas des podcasts forcément de radio, même si il y a des radios qui lancent des podcasts natifs, ce qui est hyper compliqué, mais en gros, voilà, vous avez à peu près l'idée. Alors je trouve qu'il y a énormément de questionnements, particulièrement en ce moment, sur est-ce que le podcast est un média pour les blancs, cadres, privilégiés, avec un certain confort financier, qui appartiennent donc à une certaines catégories sociales. Pourquoi c'est important? Parce que le podcast, à la base, il y a un petit peu une promesse d'accessibilité. Tout le monde peut lancer son podcast, exactement comme tout le monde peut lancer sa chaîne YouTube. Mais la question c'est, est-ce que tout le monde se lance? Est-ce que tous ceux qui se lancent sont aussi visibles que d'autres grosses structures, par exemple? Et la question aussi, c'est qui écoute des podcasts? C'est d'autant plus important que souvent, les auditeurs et les podcasteurs vont se ressembler. S'il y a plutôt des auditeurs de podcasts qui appartiennent à une certaine catégorie sociale, la production de podcast va ressembler à cette audience. Donc voilà, c'est la question qu'on va se poser dans cette vidéo. Est-ce que le podcast, c'est vraiment un média pour les blancs CSP+? Déjà, il faut regarder les chiffres. Heureusement, il y a des études qui sont faites un peu tous les ans, et notamment à l'occasion du Paris Podcast Festival, qui est un gros événement autour du podcast, qui a lieu à Paris, donc tous les ans en octobre. Alors, je vais pas citer dans la vidéo qui a fait ces études avec tous les détails, parce que c'est un peu chiant, mais sachez que vous retrouverez tous les liens dans la description de cette vidéo. Donc déjà, les chiffres montrent que 58% des auditeurs et auditrices de podcasts ont moins de 35 ans. Alors déjà, quand on regarde le profil type des auditeurs et des auditrices, on voit que c'est à peu près à égalité des hommes et des femmes qui écoutent des podcasts, et les auditeurs de podcasts natifs ont globalement moins de 35 ans, alors que les moins de 35 ans représentent 33% de la population française en général. 69% des auditeurs de podcasts natifs vivent dans des villes de plus de 100 000 habitants, très urbain, alors que ça correspond plutôt à 49% de la population. Alors ça, c'est un chiffre qui date de 2019. Il y a un autre chiffre de 2020 qui nuance un petit peu ça. Cette fois-ci, on s'intéresse aux auditeurs hebdomadaires de podcasts, donc plutôt des gros consommateurs de podcasts. Et là, c'est à 39% des personnes qui habitent dans des villes de plus de 100 000 habitants, pour un peu nuancer, mais ça reste quand même un chiffre très important. Et enfin, pour vraiment s'intéresser à la catégorie sociale, la catégorie donc professionnelle, 46% des auditeurs hebdomadaires de podcasts natifs sont des CSP+, 26% sont des cadres professions libérales. Donc je sais pas à quoi correspond le reste des CSP+, ça vous donne un petit peu une idée, donc c'est à nuancer avec les 26% donc de cadres profession libérale, mais en tout cas 46% qui appartiennent à cette catégorie cadre CSP+, donc plutôt des personnes qui ont un certain confort financier et qui appartiennent à une catégorie socio-professionnelle plutôt plus. Donc ça, c'est les chiffres d'audience. On n'a pas de chiffres sur qui fait des podcasts, mais on se doute que quand même, comme je disais au début, il y a forcément une corrélation entre les personnes qui écoutent les podcasts et les personnes qui les font. Déjà parce que souvent, les personnes qui vont faire des podcasts sont des personnes qui, à la base, en écoutaient. Donc on est d'abord auditeur, auditrice avant de se lancer dedans. Donc globalement, ça se recoupe. Et puis aussi parce que forcément, on va faire des podcasts qui correspondent à l'audience qu'on a. Et donc forcément, ça va donner une couleur à ce média-là. Je me suis aussi intéressée au contenu des podcasts qui sont proposés. Donc vous vous en doutez, il y a des podcasts sur tous les sujets. C'est difficile de résumer ça en quelques grands thèmes, mais il y a un type de podcast qui marche énormément, qui est assez répandu en termes de chiffres, en termes de nombre d'émissions sur le sujet. C'est tout ce qui est entrepreneuriat. Est-ce que c'est vraiment un contenu qui s'adresse à des personnes privilégiées? L'entrepreneuriat, a priori, n'est pas interdit à certaines classes sociales, à certaines catégories socio-professionnelles, mais globalement, forcément, pour pouvoir se lancer dans l'aventure entrepreneuriale, il faut quand même un certain
confort financier, c'est pas le cas de tous les entrepreneurs et entrepreneuses, mais pour pouvoir avoir la liberté de se lancer là-dedans, sachant que ça veut dire que pendant un moment, on va pas forcément se rémunérer, que c'est quelque chose assez risqué, bah forcément, c'est plus souvent, quand on regarde un petit peu les personnes interviewées sur ce sujet-là, c'est quand même souvent des personnes blanches ou présumées blanches, et dont on présume aussi qu'elles ont un certain nombre de privilèges. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait des études, donc ça dit déjà quelque chose, même si toutes les personnes qui font des études, évidemment, ne sont pas des personnes privilégiées. Je vais pas citer d'émissions, parce que mon but, c'est pas de dire « Ah, regardez, ce podcast, vraiment, c'est un truc pour les blancs privilégiés ». C'est pas le but de cette vidéo, mais je pense que vous trouverez sans problème des émissions sur le sujet si jamais ça vous intéresse. C'est quand même assez répandu. Et d'ailleurs, il y a un tweet qui a été publié sur ce sujet il y a pas très longtemps, et qui dit « Tous les podcasts de changement de vie. Antoine ou Clotilde, 30 ans, cadre sup de la finance IT, très bien payé, veut changer de vie après un burn-out. Quand tu les écoutes, tu devines qu'ils ont quand même un filet de sécurité qui leur permet ce virage. À quand un podcast de la S avec de vrais tuyaux et sans assises financières? Nous aussi, on veut changer de vie. Merci de montrer des parcours atypiques, mais qui ressemblent un peu plus à la France d'aujourd'hui. Je ne dis pas celle d'en bas, car breaking news, elle est majoritaire. On entend souvent dans ces changements de vie, bon bah j'ai fait un parcours classique, prépa, école de commerce, d'ingé. À quelle heure c'est classique? Pour les étudiants des catégories moyennes sup, oui, mais pour le reste, absolument pas. Voilà, donc je trouvais ça intéressant quand même parce que ça note qu'il y a un questionnement sur le sujet et un questionnement qui est tout à fait légitime. Ensuite, qui fait des podcasts en général? Des gens qui ont le temps de le faire. Même si c'est un hobby, même si c'est pas notre activité principale, forcément, on doit avoir un petit peu de temps libre et on sait que le temps libre, c'est un privilège. Ça veut dire déjà qu'en général, on va pas trop se préoccuper de est-ce qu'on a à bouffer? Est-ce qu'on jongle pas avec 2-3 jobs hyper galères? Bon, là, c'est quelque chose que je présume, mais j'imagine que effectivement de base, ce hobby-là ne sera pas accessible à tout le monde. Ensuite, il y a le coût associé au podcast. Donc bien sûr, le podcast, c'est un format qui est beaucoup plus accessible que la vidéo. Le matériel coûte beaucoup moins cher. On n'est pas du tout sur le même ordre de prix, mais ça reste quand même un certain coût pour beaucoup de personnes. C'est pas forcément facile de sortir quelques centaines d'euros comme ça en claquant des doigts. On peut faire des podcasts avec un portable, on peut faire des podcasts avec un minimum de matériel, mais souvent, on va avoir envie d'investir un petit peu pour avoir une bonne qualité sonore, pour être sûr que les auditeurs et auditrices auront envie de rester jusqu'au bout. Donc ça, encore une fois, forcément, ça va exclure certaines personnes, donc tout simplement. Se lancer à plein temps dans le podcast, qui est mon cas, c'est un move de privilégié. C'est-à-dire que la reconversion, en général, est souvent, de toute façon, quelque chose de très associé à une certaine catégorie sociale, de personnes qui ont fait des études supérieures et qui, au final, ont décidé de complètement changer de métier au bout de quelques temps. Il y a même des gens qui se lancent carrément dans l'artisanat au niveau de la reconversion. Il y a tout type de reconversion. Mais donc, le podcast, forcément, si on veut se lancer dedans à plein temps, c'est un risque financier. Ça veut dire que les premiers temps, on va pas forcément gagner d'argent, comme tout type de reconversion. Et puis, ça veut dire aussi que on n'a pas peur de, si ça marche pas, revenir vers quelque chose de plus classique. Parce que nos études, notre expérience, etc., peut nous permettre ça. Et donc, forcément, on prend moins de risques que quelqu'un qui n'a pas ce bagage-là, qui n'a pas un parcours qui lui permet de juste retomber sur ses pattes au cas où ça marcherait pas. Ensuite, quand on regarde la démographie des studios de podcast, que ce soit les fondateurs des studios de podcast et beaucoup d'employés, on voit quand même qu'il y a une écrasante majorité de personnes que je dirais présumées blanches. On peut partir du principe que c'est peut-être souvent le cas, et on peut pas nier que il y a beaucoup de personnes blanches dans le podcast et de personnes donc aussi qui appartiennent à une certaine catégorie sociale. Je vais pas forcément m'étendre là-dessus, mais il y a un système derrière qui va quand même aller dans un certain sens et qui va pousser les gens à s'associer à des gens qui leur ressemblent. C'est quelque chose à souligner quand même si je suis pas en train de dire que les studios de podcast sont racistes évidemment, ou sont des gros privilégiés qui n'ont rien compris, complètement déconnectés des réalités, mais je pense que c'est un point qui est important à souligner. Et puis aussi, au niveau des voix qu'on entend dans le podcast. Le podcast, en fait, on a évidemment que l'audio, on a que le son sur lequel on peut se reposer. On peut pas mettre de contexte d'image. Souvent, on va entendre des personnes qui doivent bien s'exprimer. Le podcast doit capter l'attention des auditeurs et des auditrices sur la durée. C'est souvent compliqué à faire avec des personnes dont on va pas comprendre le discours parce que c'est par exemple un petit peu décousu, même s'il y a énormément de choses qui sont qu'on peut faire au montage. Il y a aussi le fait qu'on va pas entendre beaucoup d'accent dans le podcast. Faut que les choses soient accessibles et donc souvent, on va chercher des gens qui savent parler, que ce soit des personnes expertes ou que ce soit des anonymes qui vont juste témoigner sur un sujet. Alors
Alors je voulais quand même reprendre la parole là-dessus vite fait. Je veux surtout pas dire que les personnes qui ont des accents ne savent pas parler. C'est juste qu'en général, ce qui est attendu dans les médias, c'est un certain accent parisien, qu'on va appeler l'accent neutre, mais qui n'est pas neutre du tout. Et donc on va quand même partir du principe que si la personne a un accent assez fort, assez prononcé, qui n'est pas du tout un accent parisien, on va pas bien comprendre cette personne. Et comme évidemment c'est du podcast, qu'on peut pas rajouter des sous-titres, ça bloque pas mal. L'aisance de la personne à l'oral, c'est un critère pour choisir qui va intervenir dans tel ou tel podcast. Alors, est-ce que toutes ces choses-là sont propres au podcast ? Non. Je pense que c'est propre aux médias en général. C'est-à-dire que oui, dans les médias, on va entendre quand même souvent une certaine catégorie de personnes. Les journalistes sont aussi souvent des personnes blanches privilégiées, même si pas toutes du tout, mais en tout cas c'est quelque chose d'assez commun. Donc est-ce qu'au final le podcast n'est pas à l'image des autres médias ? Maintenant c'est le moment où je vais nuancer le propos, parce que non, le podcast n'est pas forcément un média que pour les blancs CSP+, il y a d'autres choses à dire. Déjà il y a beaucoup de podcasts qui sont faits par des personnes racisées, même plus que dans les autres médias, donc j'appellerais les médias traditionnels entre guillemets, et il y a aussi beaucoup de podcasts sur des sujets qu'on ne retrouverait pas, je pense, dans les médias traditionnels. Par exemple, dans une radio grand public, on aurait du mal à trouver des émissions faites par des personnes noires sur des questions noires pour les personnes noires, ainsi que d'autres types d'auditeurs et d'auditrices, mais voilà. Tout simplement parce que la radio veut parler au plus grand nombre et considère que le plus grand nombre, c'est des personnes plutôt blanches, alors que le podcast permet une plus grande liberté là-dessus, et d'ailleurs ne s'en prive pas, parce qu'il y a pas mal d'émissions qui se lancent depuis même des années en fait, sur des sujets qu'on va considérer plutôt de minorité, c'est pas des sujets mineurs. Donc par exemple Kif Taras, qui est une émission produite par Binge Audio, avec Rokhaya Diallo et Grassley, et qui va donner la parole à des personnes sur des sujets vraiment liés au racisme, à comment le racisme est vécu par les personnes concernées, et qui va donner des clés de compréhension à des personnes blanches pour que ces personnes-là deviennent des alliés. Il y a aussi bien sûr l'émission Le Chip, il y a aussi Mélanie Hong, une podcasteuse qui fait des émissions sur des questions de multiculturalisme et la culture asiatique en général, donc par exemple Melting Pot ou Asiatitude. Il y a aussi un studio de podcast qui s'appelle Oshenta, qui a été lancé par Laurie Martinez, qui est colombiano-américaine, qui a notamment une émission qui s'appelle Mihap, dans laquelle elle donne dans chaque saison la parole à une personne qui va parler de sa culture, souvent sa double culture. C'est un format de fiction qui part d'une histoire réelle. D'ailleurs, c'est intéressant, c'est des podcasts qui sont disponibles en plusieurs langues. Donc par exemple, la saison avec justement Mélanie Hong a été sortie en français, en anglais, mais aussi en mandarin. Il y a énormément d'autres podcasts que je peux pas citer sur les questions, mais je vous en mettrai d'autres dans la description, et qui montrent quand même qu'il y a une possibilité de proposer des émissions différentes, d'aborder des questions qui n'ont pas forcément souvent leur place dans les médias traditionnels. Enfin, en tout cas, on fait pas assez la place à ces questions-là. Donc n'hésitez pas en tout cas à aller écouter ces émissions, je vous les recommande chaudement. Il y a aussi pas mal d'initiatives ces derniers temps pour rendre le podcast accessible au plus grand nombre. Il y a par exemple la Clameur Podcast Social Club, qui est une association lancée par 3 femmes passionnées de podcasts. C'est une association qui est hyper active dans le podcast et pour aider notamment des personnes à se lancer, des personnes qui manquent peut-être de ressources par ailleurs. Leur idée, c'est d'aider les créateurs et créatrices à vivre de leur création, mais sans passer par un modèle publicitaire. Le principe de la Clameur, c'est de reposer sur des adhésions, comme une association en fait. Donc elles ont une pépinière, c'est aussi un label qui va aider à produire des contenus, et puis elles proposent aussi des formations hyper accessibles. Et cette association veut utiliser le podcast comme véritable outil d'éducation populaire. Il y a aussi une autre initiative qui date d'il y a déjà quelques années et qui est toujours en cours, c'est Transmission. C'est des formations à prix libre par des journalistes bénévoles et qui enseignent l'écriture sonore, la réalisation de podcasts avec un vrai esprit collectif associatif. Peut-être que la première vague de podcasts correspond quand même plus ou moins à ce qu'on trouve dans les médias traditionnels, mais que ça s'équilibrera un peu après. Peut-être qu'au bout d'un moment, on entendra plus des voix différentes. Peut-être que des podcasts plus niches vont pouvoir émerger. J'espère en tout cas que plus tard, les podcasts de personnes racisées seront aussi visibles que les autres. C'est important de souligner aussi que les personnes racisées ne sont pas obligées
de parler de questions de racisme. C'est possible et c'est hyper important. Mais une personne arabe, noire, asiatique, etc. peut tout à fait parler d'autres sujets. D'ailleurs, c'est le cas chez Nouvelles Écoutes qui propose une émission qui s'appelle Bouffon, donc sur la cuisine et un peu toute la sociologie autour de certains plats. Ce podcast est animé par Émilie Lestari, qui est une personne d'origine asiatique. Il y a aussi Wine School Dropout, qui est une émission de Oshenta, justement, où c'est une personne noire qui parle de vin, ce qui est vraiment pas très courant, mais voilà, ça existe. Bref, tout ça pour dire que merci de donner la parole à des personnes racisées, pas forcément sur des sujets de personnes racisées. Évidemment, en tant que producteur ou productrice de contenu, on a une responsabilité de donner la parole à des personnes qu'on n'entend pas traditionnellement, mais aussi quand on est auditeur et auditrice, je pense que c'est hyper important de sortir de sa zone de confort, parce qu'il faut partir du principe que les podcasts qu'on nous proposera le plus souvent sont pas forcément les podcasts les plus diversifiés. Spontanément, on va écouter des contenus qui nous ressemblent, des choses qui parlent des expériences qu'on a, et donc si on est une personne plutôt blanche, privilégiée, etc., c'est aussi à nous de faire la démarche, d'aller chercher d'autres contenus, de s'informer, parce que moi j'ai appris énormément de choses grâce au podcast, et je pense que ça peut être le cas de tout le monde. On a vite fait de tomber dans des schémas traditionnels, et de pas forcément avoir la curiosité d'aller chercher au-delà de notre petit cercle d'émissions qu'on connaît déjà, et avec lesquelles on est à l'aise. Faut pas hésiter à aller bousculer un petit peu nos habitudes. Alors bien sûr, je me suis beaucoup concentrée dans cette vidéo sur le côté blanc CSP+, mais il y a aussi énormément d'autres voix qu'on entend dans le podcast, donc notamment des sujets sur la grossophobie, donc le fait de mettre de côté, d'ostraciser, de moquer les personnes grosses, des sujets sur le validisme, donc avec des personnes qui vont parler de handicap, mais aussi beaucoup de sujets LGBT, de genre, etc. dans le podcast, et encore beaucoup d'autres. Donc voilà, l'idée c'est quand même que les podcasteurs et podcasteuses proposent des contenus hyper diversifiés, hyper variés, sur des sujets qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre par ailleurs, ou en tout cas pas assez. Il y a une variété de sujets incroyables dans le podcast. Encore une fois, il faut faire la place à ces voix-là. Il faut absolument qu'on comprenne qu'il y existe d'autres voix dans tous les sens du terme. Donc c'est exactement comme sur YouTube ou sur Instagram en général. Les personnes qui vont être mises en avant principalement, c'est un peu souvent les mêmes personnes. Et donc il faut absolument contribuer à donner de la visibilité à des personnes qui sortent un peu des sentiers battus, qui sortent des discours majoritaires, qui sortent des normes telles qu'on les a définies. Et donc encore une fois, c'est une responsabilité qu'on soit créateur ou créatrice de podcast ou qu'on soit auditeur ou auditrice de podcast. C'est à nous de le faire. On peut pas juste attendre que ça se fasse tout seul. Voilà, j'espère que ce type de vidéo-là vous a intéressé. C'est donc un peu différent de ce que je fais d'habitude sur cette chaîne. J'aimerais bien faire d'autres contenus un peu plus analytiques comme ça. Donc dites-moi vraiment dans les commentaires si ça vous a plu, si vous espérez voir d'autres vidéos de ce genre-là. Si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à me les soumettre encore une fois en commentaire sous cette vidéo. Ça m'aidera énormément. N'hésitez pas aussi à vous abonner à cette vidéo si ça vous intéresse et à en parler autour de vous. Merci beaucoup de m'avoir regardé et je vous dis à bientôt.